Bonjour à tous qui sont déjà connectés. Je suis Margot Forgeard, chargée de projet en prévention et promotion de la santé. Et on va attendre encore quelques instants afin que tous les participants puissent se connecter. On a les participants qui arrivent petit à petit. Donc, bonjour à tous. Je suis Margot Forgeard, je suis chargée de projet en prévention et promotion de la santé à la Mutualité française Bourgogne-Franche-Comté. Et vous êtes avec nous ce midi pour suivre notre webconférence sur le sommeil, donc intitulée Sommeil, mon allié santé. Et pour cette conférence, j'ai à mes côtés donc Monsieur Roger Vermaudet-Roche, qui est délégué territorial pour le 25, le 39, le 70, le 71 et le 90 au sein de la Mutualité française Bourgogne-Franche-Comté, et il est également membre de notre commission prévention. Donc, il pourra dans quelques instants vous faire une petite présentation de la mutualité française. Et donc, nous avons également avec nous Michael Benouti, qui est neuropsychologue, et ce sera lui qui prendra plus particulièrement la main sur tout ce qui est la partie sommeil. Donc, avant toute chose, je vais vous faire un premier petit point assez rapide pour voir un peu, vous expliquer un peu comment fonctionne notre plateforme Zoom. Donc, pour cette webconférence, vous avez à votre disposition plus particulièrement deux boutons que vous trouvez sur la barre latérale de votre écran. Donc dessus, vous avez un petit onglet questions et réponses. Donc en cliquant sur celui-ci, vous allez avoir l'occasion de saisir une question et nous y répondrons. Nous prendrons un temps en fin de webconférence pour y répondre. Et vous avez également l'onglet ici chat sur lequel vous pouvez converser pour commenter l'intervention, ce genre de choses. Donc voilà pour la petite partie technique. Et donc, si vous le voulez bien, je vais laisser la parole à Monsieur Vermaudet-Roche pour qu'il nous dise quelques mots sur la mutualité française Bourgogne-Franche-Comté. Oui, bonjour à tous et toutes. Comme l'a rappelé Margot, je suis délégué régional, je ne vais pas en rajouter plus, délégué régional de la région Bourgogne-Franche-Comté sur les départements 25, 39, 70, 71 et 90. Donc, je fais effectivement partie de la commission régionale prévention. Donc, c'est à ce titre-là que mon intervention se fait. En quelques minutes, même une minute, je ne vais pas prendre le temps sur ce webinaire. Donc, il faut rappeler que la mutualité Bourgogne-Franche-Comté est la représentation régionale de la Fédération de la mutualité française. Donc, elle représente tous les adhérents et toutes les personnes qui peuvent être protégées par la mutualité française au niveau régional. Ça permet d'améliorer l'accès aux soins en contribuant aux politiques régionales de santé publique et en participant au débat de société. C'est aussi de concevoir et de mettre en place des actions de prévention, ce qui est le cas aujourd'hui. Et aussi, en dehors de la prévention, c'est de promouvoir la santé pour tous selon les orientations stratégiques au niveau régional et territoriaux. Donc, quelques chiffres, si vous voulez, pour vous dire. Alors, la mutualité Bourgogne-Franche-Comté, c'est 124 mutuelles adhérentes pour l'ensemble des 8 départements, ce qui représente 1,3 million, 1,3 million
du bourguignon et de franc-comtois, soit à peu près 48% de la population de notre région. C'est aussi sur 2022, 800 actions de prévention et promotion de la santé qui ont été menées au cours de l'année 2022. C'est également 12 000 personnes qui ont participé à ces actions de prévention. Et depuis maintenant, près de 15 ans, si on remonte en arrière. Et aussi, par rapport à notre expertise et les compétences de des personnes qui interviennent en termes de prévention, ça veut dire que nous sommes à peu près à je dirais une satisfaction de 9 sur 10 par rapport, disons, à l'appréciation que peuvent porter les participants à nos actions de prévention ou de rencontres santé. Alors, nos équipes d'experts, c'est près de 21 personnes au niveau de la région. Et notre équipe d'experts qui a d'énormes compétences en ce domaine. Donc, prévention et promotion de la santé qui vous accompagne tout au long de votre vie, de votre parcours de santé au quotidien. Donc, quelques références par rapport aux actions qui peuvent être menées, c'est notamment l'activité physique adaptée, c'est la santé des aidants, le bien-être et la santé mentale, l'alimentation, le maintien de l'autonomie, la santé environnementale, aussi bien sur la qualité de l'air intérieur que des perturbateurs endocriniens, également le bucco-dentaire. Voilà ce que je voulais rappeler très simplement en entrée, disons, de compétences. Et je vais laisser la parole à Margot pour la suite, disons, de ce webinaire. Voilà, bonne réunion à vous et puis n'hésitez pas à intervenir comme vous l'entendez. Merci de votre attention. Merci, Monsieur Vermaudet-Roche, pour cette présentation de la mutualité française. Et donc, on va pouvoir maintenant rentrer dans le vif du sujet avec vraiment le contenu même de notre intervention. Donc, le sommeil, mon allié santé. Et je vais notamment laisser la parole à notre intervenant, Michael Benutri, neuropsychologue. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez encore. Oui, on vous entend bien. Oui, alors, j'ai essayé pour la caméra, j'arrive pas à l'activer. En fait, je passe par le navigateur, à mon avis, ça bloque. Bon, Pas après, de souci. on voit pas ma tête, donc voilà. Mais s'il y a On vous entend. s'il y a le diaporama qui s'affiche, c'est une bonne chose pour le coup. Hein, c'est suffisant. Donc, bonjour à tous pour ceux qui sont là. Donc, l'idée là, c'est de faire une présentation sur comment fonctionne le sommeil, avec voilà, donc c'est assez général, hein, on va voir un petit peu, la part qu'il prend dans notre vie, qu'est-ce que ça répare, qu'est-ce que ça répare pas, pourquoi est-ce qu'il faut dormir, les bonnes conditions de sommeil, ces choses-là. Donc je vais vous laisser passer en fait la première diapo où en fait il y a des petits quiz sur ce diaporama. Donc si les gens peuvent répondre, alors je sais qu'il y a un chat ou alors, ça peut se faire aussi sur, l'oral, hein, si vous activez vos micros. Donc l'idée, c'est de il y a des questions comme ça, c'est de savoir un petit peu, à votre avis, le temps de sommeil, il représente combien de temps dans notre vie? Est-ce que vous avez une petite idée à peu près? Toutes et tous. Alors, je ne sais pas combien il y a de participants en tout. Donc, en tout, on a une dizaine de participants et donc vous avez normalement sur votre écran un petit Ah oui, sondage qui est apparu et donc voilà. vous pouvez cliquer sur une réponse. Alors, je ne sais pas si les participants, cliquent sur la réponse ou Voilà. pas. Donc, hop, Non? Vous avez on les résultats? a les 10 participants qui ont répondu et je vais vous partager les résultats. Voilà, à Oui. peu près les réponses que nous avons eues. Eh ben, ils sont pas mauvais, hein. Ah, vous pouvez passer à la diapo d'après parce qu'en effet, donc le temps de sommeil dans la vie, c'est, 1/3. Donc on passe 1/3 de notre temps à dormir, hein. Après, c'est pas compliqué à calculer quand on dit qu'à peu près, il faut 8 heures de sommeil par, nuit.
voilà, une journée, c'est 24 heures, donc c'est déjà un tiers par jour. Donc, à 60 ans, il faut se rendre compte qu'il y a eu 20 ans de la vie qui étaient du sommeil. Donc, on passe quand même beaucoup de temps à dormir, à se mettre dans cet état qui est quand même pas un état d'ailleurs, au niveau de la, on va dire, de la sécurité, qui est pas le meilleur, hein, parce qu'on est vraiment, on peut être mis en danger quand on dort. C'est-à-dire que, voilà, c'est là, on est chez nous avec nos chambres, tout ça, ça va très bien, mais c'est pas un mode de fonctionnement de la conscience qui est vraiment très safe dans le sens où, notre état de vigilance est très bas, tout ça. On a quand même besoin de tout ce temps, en fait, pour, bah, pour avoir une vie plutôt équilibrée. Alors sur la diapo d'après, il y a quelques éléments sur, pourquoi on passe tout ce temps à dormir. Donc, il y a, vraiment un rôle important, du sommeil. Alors il y a beaucoup de rôles importants, hein. Juste une petite phrase, voilà, si on passe tout ce temps à dormir, c'est quand même que c'est nécessaire, hein. Heu, Petit aparté que je fais parfois, c'est de dire que, on peut, s'empêcher de manger pendant quelques jours, on peut s'empêcher de boire pendant assez longtemps. Par contre, pour dormir, très compliqué, en fait, personne ne peut s'empêcher de dormir. En fait, il y a un moment où, le sommeil, il va arriver et on va se mettre dans cet état. Donc c'est quand même quelque chose comme ça, l'évolution, assez important. Alors il joue un rôle important, le sommeil, pour, tout ce qui est de la récupération, alors que ce soit physique, mentale, intellectuelle. Ça joue aussi un rôle dans la mémorisation. Alors je sais qu'on fait pas forcément la partie sur la mémoire, aujourd'hui, dont je suis un petit peu le spécialiste pour le coup. Mais en effet, le sommeil, on verra avec les phases de sommeil un peu après, ça joue un rôle dans la mémorisation, notamment, dans tout ce qui est des apprentissages, hein, parce que la mémoire, c'est pas que les apprentissages, mais même également dans les aptitudes un peu motrices comme, on apprend à faire un sport particulier, on sait que pendant certaines phases du sommeil, on va un peu se réentraîner à faire ça. Ça, permet la régénération, cellulaire de la peau, des organes, des muscles, hein, et on sait que le sommeil a aussi un rôle extrêmement important dans tout ce qui est la gestion, du stress, des émotions. En gros, on va dire un peu pour le ça reprend un peu ce qu'on a dans la récupération psychologique, si vous voulez. Mais en effet, le sommeil a un effet bénéfique sur l'anxiété et toutes ces, ces dominantes comme ça, un petit peu psychologiques. Sur le stress aussi, hein, on sait bien maintenant qu'il y a eu des grands stress, dans la journée ou les jours avant et bien le sommeil, par l'intermédiaire des rêves, va pouvoir permettre de canaliser ce stress pour pouvoir l'atténuer. Voilà, voilà. Donc, c'est quand même important de bien dormir, hein, on se rend compte, mais, on va voir, on passe à la diapo d'après, que, en fait, tout le monde n'est pas égal par rapport au sommeil. C'est-à-dire que quand on parle des 8 heures par nuit, c'est vraiment une grande moyenne ça et on voit qu'il y a des grandes disparités. Alors, heu, par rapport au temps de sommeil, vous pouvez passer à la diapo aussi, celle d'après. Voilà, donc on voit qu'il y a, des temps de sommeil qui sont, un peu différents selon, la population. Alors il n'y a pas forcément de critères particuliers, hein, hem, sauf qu'on sait qu'il y a la notion des courts dormeurs là qui dorment systématiquement moins de 6 heures. Pas une grande partie de la population, mais il n'empêche que 10 c'est quand même représentatif et que, ces personnes, avec 6 heures de sommeil maximum, ils ont récupéré, à 100. Il y a besoin de moins de temps. Les moyens dormeurs ou on va dire dormeurs à peu près, standards qui représentent la majeure partie des personnes, donc 7 à 8 heures par nuit et il y a les dormeurs appelés longs dormeurs qui vont, eux, avoir besoin de plus de 8 heures. Alors, quand on parle de ça, c'est quand il y a pas de difficulté ou de pathologie du sommeil, hein, on est d'accord. C'est-à-dire que quand tout va bien, il y a déjà des différences qui peuvent aller jusqu'à 2-3 heures de besoin de sommeil par individu par nuit. C'est important de savoir ça et qu'il y a pas une base: «Ah ben j'ai pas dormi 8 heures donc il y a un problème». Il y a des personnes, c'est pas 8 heures, c'est comme ça, c'est tout. C'est programmé. Donc on peut encore passer, la diapo, ensuite, encore celle d'après. Alors, Avec un nouveau petit sondage que je vais vous lancer voilà donc maintenant.
Quand on parle du temps de sommeil recommandé, voilà, c'est quand vraiment, bon, il y a des difficultés, que besoin de réparer un petit peu le sommeil. Il y a, oui, quelques recommandations sur le temps de sommeil. Alors, bon, elle est pas trop dure cette question parce que j'ai presque un peu répondu déjà avant, hein, faut dire. Donc, est-ce que ce serait entre de 6 à 8, 7 à 9 ou 8 à 10 heures de sommeil? En fait, ce qui est recommandé entre alors c'est large, hein, 18 à 64 ans, hein, mais bon, c'est l'âge adulte. On a presque toutes les, Voilà, réponses. il y a des hésitants. Encore Pas une, concours, c'est pas un encore concours, une allez-y. personne et je peux partager le sondage. Je vais vous partager les résultats. Voilà. Normalement, vous avez les résultats qui viennent de s'afficher. Ouais, bah, c'est pareil, ça 2 tiers de personnes qui ont juste là, donc c'est bien de on passe à la diapo d'après de 7 à 9 heures, hein, voilà, c'est, comme je vous dis, 7 à 9 heures, on est vraiment dans le grand écart, si vous voulez, minimum, maximum entre 18 et 64 ans. Moins de 7 heures, c'est 10 plus de 8 heures, c'est 10 donc voilà. Bah, la majorité des gens, ce qui est conseillé quand il y a des dérèglements du sommeil, d'essayer de retrouver un petit peu ce créneau-là. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit quand même que selon l'âge, hein, selon l'âge, la durée de sommeil, par jour est pas du tout la même. On voit que chez les tout petits et du tout petit, on va dire jusqu'à 1 an, c'est, 3 heures par jour, quoi, hein, de sommeil. Donc on voit bien qu'il y a une évolution, si vous voulez, la quantité de sommeil nécessaire, recommandée par rapport à l'âge. Et là, le schéma s'arrête à 65 ans et plus. On sait qu'après, 80 ans aussi, il y a, encore une diminution, hein, qui peut arriver, hein. Donc moi, je vois des quelques patients, voilà, 80-85 ans, dorment 5-6 heures par nuit, ça leur convient très bien, hein. Alors que c'est des gens qui dormaient, 8 heures avant, hein. C'est pas un problème. La quantité de sommeil se réduit avec l'âge, mais pas la qualité. C'est quand la qualité de sommeil se détériore qu'il y a un problème, pas la quantité en elle-même. Et alors, je sais pas si on le voit plus tard, mais voilà, pour vérifier la qualité de sommeil, il y a des petites choses à faire, c'est surtout savoir comment ça se passe dans la journée. Pas tant comment ça se passe pendant la nuit. Voilà, c'est la somnolence de la journée, c'est ces choses-là qui vont, mettre en évidence des potentiels problèmes de sommeil. Alors voilà, donc on voit bien qu'à partir de en effet, de 18 ans, hein, voilà, 17-18 ans, on arrive sur ces fameuses, ce fameux, intervalle de 7-9 heures de sommeil. Alors par jour ou par nuit, peu importe, mais voilà, par 24 heures, on va dire ça comme ça. OK, alors, hem, la durée moyenne de sommeil des Français, alors ça évolue, ça c'est pareil. Il y a des choses qui ont changé, c'est-à-dire qu'en fait, en France maintenant, on dort moins en moyenne qu'il y a 50 ans. Il y a 1 heure et demie de moins en fait de sommeil qui s'est manifesté comme ça. Alors, si on peut passer la petite diapo d'après, je crois qu'il y a des petites informations dessus, mais je vous expliquerai, voilà. Bon, forcément, non. Alors, cette histoire de baisse du sommeil, en fait, c'est sociétal, hein, plus que biologique. Hem, il y a eu le rythme, en fait, alors c'est beaucoup sur la population active, hein, que ça se passe, mais le rythme de l'activité professionnelle a un petit peu changé. Il y a plus les instants de loisirs ou, il y a aussi l'émergence de la télévision ou ces choses comme ça qui font que les gens se couchent plus tard qu'avant, hein. C'est surtout ça qui va se passer et du coup, ils vont pas se lever forcément plus tard quand même. Donc, il y a cette diminution du temps de sommeil qui s'est fait progressivement et qui, est toujours en train de se faire. Elle est pas très homogène. On sait que chez les plus jeunes, elle est plus grande que chez les moins jeunes, hein, cette différence de temps. Mais voilà, l'idée, c'est de se rendre compte qu'en effet, notre, durée de sommeil nécessaire peut varier avec les conditions, en fait, environnementales dans lesquelles on est et même sociales. C'est pas que biologique pur et dur. Donc ensuite, celle d'après, voilà. Donc,
Les conséquences d'un manque de sommeil. Alors là, bon, je vous ai dit, le sommeil, c'est important pour beaucoup de choses. Alors c'est vrai que, une des conséquences un peu cachées du manque de sommeil, ça va être les troubles les problèmes d'attention, hein, problèmes d'attention, problèmes de concentration. Donc il va y avoir une baisse de ces capacités-là. Alors, quand on parle des conséquences d'un manque de sommeil, il faut relativiser, ça ne veut pas dire que si pendant une nuit vous dormez pas bien, tout de suite, il va y avoir des problèmes d'attention, des problèmes de mémoire, de concentration, hein. Non, non, c'est quand c'est installé et que c'est chronique, hein, trouble du sommeil, c'est pas, 1 ou 2 nuits parce qu'on a des contrariétés. Quelque chose qui dure dans le temps et qui a des répercussions sur la vie, diurne, en fait, pendant, la journée. Donc en effet, il y a vraiment un gros manque de sommeil. On voit dans certaines pathologies, hein, pas dans les insomnies, mais il y a certaines pathologies où il va y avoir un problème de sommeil ou un dérèglement du sommeil. En effet, il va y avoir une baisse des capacités de mémoire, d'attention, de concentration, ces choses-là. Donc ça va baisser et en plus, ce qui va aussi, se passer, c'est qu'il va y avoir des problèmes de, comme on dit, de comportement. Bon, voilà. On va dire que le moral est moins bon, les gens sont plus irritables, il y a plus d'anxiété, plus de risques de développer un syndrome, ce qu'on appelle anxio-dépressif, hein, avec le manque de sommeil. Ce qui est embêtant, c'est que dans les syndromes anxieux ou anxio-dépressifs, ça perturbe le sommeil en même temps. Ce qui fait que c'est un espèce de cercle vicieux qui est pas forcément le bienvenu et qu'il faut essayer de casser d'un côté ou d'un autre. Donc, un problème de sommeil, ça va avoir un impact sur la mémoire. Alors, attention, concentration, apprentissage, en gros, on va généraliser qu'il y a un impact du sommeil sur la mémoire et il va y avoir un impact sur l'humeur. Donc, heu, on voit que, les capacités de sommeil sont quand même, relativement, importantes parce que l'humeur et la mémoire, enfin la concentration, on voit en tout cas, que, ça peut avoir un rôle dans la journée. Quelqu'un, qui a encore une activité professionnelle, s'il n'arrive pas à se concentrer et en plus, chaque fois qu'on lui dit quelque chose, il s'énerve tout de suite, il va y avoir un problème à la longue. Donc, généralement, l'idée moi je vois beaucoup de gens, hein, qui viennent en consultation pour des troubles de mémoire, ça c'est sûr, mais aussi qui se disent anxieux, qui se disent irritables, ça va pas bien. D'emblée, il faut tout le temps demander, et essayer d'avoir une évaluation de comment se passe le sommeil. Ça, c'est fondamental avant de penser aux maladies de la mémoire ou ces choses-là, c'est comment va le sommeil? Ah bah, ça fait 3 mois que je dors plus ou alors, des apnées, mais je mets pas l'appareil et tout, bon, bah, alors, OK. Donc le sommeil, c'est la première cause de problème de mémoire chez les individus, c'est pas les autres choses. OK, donc on peut passer à la diapo suivante sur le train du sommeil. Je crois que c'est sur le train du sommeil, oui. Donc, sur le train du sommeil, alors, je crois qu'il y a plusieurs diapos à la suite. On Sur la première là, on va dire qu'en gros, on met le train du sommeil parce qu'il y a une expression qui dit que quand on a loupé le train du sommeil, il faut attendre 1 heure et demie avant qu'il revienne. Alors c'est pas faux ça, parce qu'en effet, dans le sommeil, on a des cycles. On a des cycles de sommeil qui durent à peu près 1 heure et demie chacun, d'accord? Et dans ces cycles de sommeil, on a plusieurs types, en fait, de sommeil qui ont des, comment dire? Des, rôles un petit peu différents dans, heu, bah, la récupération. Alors, on peut passer à la diapo d'avant parce que ça va voilà. Donc, au début, avant de dormir, quand même, il y a ce qu'on appelle, la somnolence. Donc le fait de bâiller, d'avoir les idées qui se brouillent, de piquer du nez, comme on dit, hein, ça, c'est la somnolence. Alors, généralement, c'est ça qui va, annoncer le fait qu'il va falloir dormir. En fait, le corps va se mettre dans cet état-là, un état d'appel, en gros et cet état-là va permettre au système, on va dire, cérébral de, mettre en marche les mécanismes qui vont, heu, nécessiter l'endormissement. Alors, il y a plusieurs mécanismes, je ne sais pas si on en parle après, on verra s'il y a des questions là-dessus, bon, on verra plus tard. Donc l'endormissement, ça va être, si vous voulez, la locomotive, c'est pas encore le train complet, mais c'est la locomotive. On commence par ça. Alors ensuite, la diapo d'après. Ah oui, je vous ai pas dit, donc en fait, les phases durent 1 heure et demie, les phases de sommeil. Elles, du coup, elles sont répétées 4-5 fois pendant la nuit.
ces phases. D'accord? Là, je vous explique en fait comment ça se passe une phase. Donc il y a l'endormissement. Ensuite, il va y avoir, le sommeil lent léger. Alors sur la première phase, c'est-à-dire que c'est appelle les stades 1 et 2 du sommeil. Donc c'est un vrai sommeil, hein. On n'est pas en train d'être somnolent, là, on dort vraiment, mais par contre, on est capable d'entendre des bruits autour, mais on va pas forcément agir. Mais dans ce sommeil-là, c'est vrai que s'il y a un bruit, s'il y a une conversation à côté ou quelque chose comme ça, on va être capable de la capter, mais on n'agira pas, on va rester quand même endormi. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle le sommeil lent léger. Donc il y a toujours cette phase-là en début de sommeil, hein, qui arrive. Après, il y a le sommeil lent profond. Alors le sommeil lent profond, c'est important parce que là, on n'entend plus rien, voilà, il y a beau avoir, des fois des orages, des choses comme ça. Non, c'est bon, ça va pas nous réveiller. Et le sommeil lent profond, là, c'est ce qu'on appelle généralement, le sommeil récupérateur, si vous voulez. C'est dans cette phase-là que va se passer la récupération globale, physique, mentale, psychologique. C'est dans cette phase-là aussi que va se passer ce qu'on appelle toutes les, au niveau de la mémoire, la consolidation dans la mémoire à long terme, on va dire, des choses qui vont se mémoriser bien, c'est pendant cette phase de sommeil-là qu'elle se passe, hein, le sommeil lent profond. Donc on va avoir comme ça, sur un cycle de sommeil, 90 minutes, bon, c'est un peu beaucoup pour les 2, mais voilà, on va avoir, on va dire, grosse heure de sommeil lent et de sommeil profond. Ensuite, va arriver le fameux sommeil paradoxal, qu'on appelle le sommeil du rêve. Voilà, ça, c'est la phase où on rêve. Alors, ce qui se passe pendant le sommeil paradoxal, c'est que, on rêve, par contre, le corps, lui, il bouge pas. Hein, parce que on rêve qu'on court, on n'est pas en train de courir dans la chambre, d'accord? Quelque chose qui se passe. La seule partie du corps qui va réagir à ce moment-là, c'est les yeux. Il va y avoir les mouvements des yeux, en fait, très saccadés, très rapides. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que pendant le sommeil paradoxal, l'activité cérébrale, donc, le fonctionnement du cerveau, il est le même pendant l'éveil. Exactement la même chose. Ce qui n'est pas le cas pendant le sommeil profond et le sommeil léger, où là, il y a quand même une hypoactivation, si vous voulez. Le cerveau fonctionne plus à bas débit. Dans le sommeil paradoxal, il fonctionne de la même façon que quand on est éveillé, hein. Donc ce sommeil, il est important. On sait qu'il est important dans la motricité. D'ailleurs, chez les petits, les bébés et les petits enfants, ils ont beaucoup de sommeil paradoxal. Le sommeil paradoxal, au fur et à mesure de la vie, il va se réduire en temps. Quand on est plus âgé, il y a pas on n'a pas besoin de s'entraîner trop dans la motricité, si vous voulez. Mais le sommeil paradoxal, il a cette capacité d'aller un petit peu consolider, voilà, la motricité, la mémoire un petit peu automatique, enfin ces choses-là. Ensuite, ce qui va se passer après, et ça c'est important, ce qui va se passer après une phase de sommeil, c'est que dans quelques minutes, il y a la phase de latence où il va y avoir un réveil et on va reprendre un nouveau train. Alors le réveil, parfois, il peut être, de quelques minutes, voire même des fois de quelques secondes, hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément un réveil très conscient, hein. C'est pas comme si on était somnolent, quoi. Voilà, le fait de se réveiller toutes les nuits, c'est expliqué par les phases de sommeil, hein. Quand un cycle de sommeil est terminé, il y a un temps de latence avec plus ou moins un réveil et on va repartir plus tard sur un nouveau cycle de sommeil. OK? Donc on peut passer sur le le schéma d'après. Alors, on va essayer de l'expliquer facilement ça. Alors, si vous voulez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ça va être les phases, les cycles. Le premier cycle, deuxième cycle, troisième cycle de sommeil. En fait, ce schéma, il est en train de se rendre compte qu'au fur et à mesure que les cycles dans la nuit, avancent, donc il y a toujours le sommeil léger, le sommeil profond et le sommeil paradoxal, sauf que, au fur et à mesure des cycles, ils ne sont pas, quantifiés de la même façon. En gros, pour dire les choses, de façon très, résumée, c'est-à-dire dans la première partie de nuit, on a beaucoup de sommeil profond, pas beaucoup de sommeil paradoxal. Par contre, dans la deuxième partie de nuit, on a moins de sommeil profond et beaucoup plus de sommeil paradoxal. D'accord? C'est pour ça qu'on dit l'expression là, alors je me rappelle plus trop, que
vraie nuit, il faut la faire jusqu'à 2 heures du matin, il y a quelque chose comme ça là, hein. Les heures qui comptent là sont avant 2 heures. Oui, en effet, parce que le sommeil profond, c'est le sommeil réparateur, on l'a surtout en début, hein. C'est pour ça aussi qu'en fin de nuit, quand on essaie de pousser un peu la nuit ou de rester au lit, se rendormir, des choses comme ça, on fait que rêver parce qu'en fait, que du sommeil paradoxal en fait qui se met en place. Donc il y a bien les cycles d'1 heure et demie chacun, mais à l'intérieur des cycles, les durées de chaque type de sommeil diffèrent un petit peu au fur et à mesure de la nuit. Voilà. Donc on rêve plus en fin de nuit, on a plus un sommeil réparateur en début de nuit, en fait. Donc on peut passer à la diapo d'après. Je regarde juste un petit peu si je suis à peu près au clair. Ouais. Donc, le sommeil après 50-60 ans, donc il évolue un petit peu. Hem, Comme je vous le disais tout à l'heure, la durée totale de sommeil, elle va changer un peu dans le sens où elle va légèrement fléchir. Il y aura moins de durée totale de sommeil, chez les seniors, comme on dit, que chez les plus jeunes. D'accord? Ce qui se passe aussi, c'est que, le délai d'endormissement peut être aussi un peu plus long. Hein, la phase d'endormissement, la phase de somnolence, tout ça, elle peut être un petit peu rallongée aussi. Comme je vous le disais avant, la durée du sommeil paradoxal est réduite. La durée du sommeil profond aussi est un petit peu réduite et il y aura un peu plus de sommeil léger chez les personnes, un peu plus âgées que chez les jeunes. Les éveils entre les cycles augmentent en nombre et en durée, c'est-à-dire que le temps d'endormissement est un petit peu plus, long aussi. Souvent le réveil est plus précoce parce que le coucher est plus précoce également. Donc on voit que, on aurait l'impression qu'après, après 50 ans, 50 ans c'est un peu jeune, maintenant on parle plus de voilà 60 ans. Il y aurait quelque chose comme ça d'une petite dégradation, hein, il y a plus de temps de réveil, plus compliqué de s'endormir dans le sommeil. Ça ne veut pas dire qu'il est moins de bonne qualité, hein. Ce qui se passe aussi également, c'est qu'il y a la sensibilité au bruit, heu, est un peu plus, élevée à ces âges-là. Aussi au niveau de la régulation thermique, c'est-à-dire que, le sommeil, en fait, la température du corps, elle bouge pas trop. Là, quand on prend de l'âge, elle a tendance aussi à bouger un petit peu. Donc tout ça pour dire que, faut garder à l'esprit qu'il y a des modifications du sommeil avec l'âge qui avance et que c'est pas quelque chose de pathologique. C'est l'évolution normale du sommeil, ça. Ce qui peut être compliqué, c'est si toutes les nuits, vous vous réveillez à 2 heures, vous endormez plus. Là, OK, il y a un problème, hein. 1 ou 2 nuits, ça fait ça. Non, mais si toutes les nuits, ça fait ça, il y a un problème. Contre, sinon, s'il y a une petite modification, vous dites quand même: «Je dors moins longtemps, puis je me réveille un peu plus souvent», mais que ça vous perturbe pas la journée, c'est l'évolution normale, du sommeil qui se passe. Voilà, alors la diapo d'après, je sais pas si je suis dans les temps à peu près, si? On verra bien. Ouais, ça devrait aller. Un petit peu de questions aussi au cas où, alors sur, le rythme circadien. Alors le rythme circadien, ça va être, les modifications, le circadien, c'est-à-dire qu'il va changer tous les jours, hein. Les modifications en fait des taux en fait de certaines hormones qu'on a dans le corps qui sont importants pour le sommeil. Alors, vous savez tous, beaucoup de la mélatonine, hein. Alors c'est pas la on dit que c'est l'hormone du sommeil. Alors c'est pas l'hormone du sommeil, c'est l'hormone qui va déclencher le sommeil, hein, voilà, c'est ça que ça fait la mélatonine. C'est-à-dire que notre cerveau sécrète de la mélatonine, on va avoir une tendance à s'endormir, d'accord? Et on sait que la mélatonine en fait, le taux de mélatonine dans la journée, il est beaucoup plus élevé. Alors c'est les PM, AM en bas, donc en fait, c'est les horaires anglais. En fait, on a un taux de mélatonine qui va augmenter entre 9 heures du soir et minuit. D'accord? Donc le taux de mélatonine, il est au plus haut à minuit, 1 heure, 2 heures du matin. D'accord? Donc là, en gros, notre cerveau, il est fait pour dormir. On va dire ça comme ça. Et vous voyez que, il fait jour, là, entre 9 heures du matin et 6 heures du soir, et ben, le taux de mélatonine, il est faible. Le taux de mélatonine, il augmente avec l'obscurité. C'est-à-dire que quand la lumière baisse, la lumière du soleil, hein, la lumière du jour, en fait, baisse, on a des récepteurs qui sont sensibles à ça et qui vont commencer à, augmenter le taux de mélatonine. Donc là, en ce moment, avec les changements d'heure et puis les jours qui baissent plus tôt, eh ben, en fait, on part une sensation d'être fatigué plus tôt,
parce que la mélatonine, en fait, va être sécrétée plus tôt. OK? Et alors, le cortisol, lui, c'est l'inverse. Alors, le cortisol, c'est un peu l'hormone de l'éveil, c'est-à-dire que du stress aussi, donc attention. Donc, on voit que le cortisol, en fait, il est très bas, la mélatonine est très haute. Donc, il y a comme ça un équilibre qui se fait entre ces deux hormones qui régulent l'une l'apparition du sommeil et l'autre qui régule les capacités comme ça de vigilance pendant l'éveil. Hein, donc, elles sont coordonnées les deux et, et vont de compère, si vous voulez. Le cortisol, c'est important, comme je disais, c'est l'hormone de l'anxiété. Quand on est très anxieux, on va sécréter du cortisol. Et vous voyez bien, si pendant la nuit, la courbe de cortisol est beaucoup plus haute, il va y avoir un problème d'endormissement, quoi. C'est pour ça que l'anxiété va perturber le sommeil. Voilà. Alors, on peut faire la suite, si vous voulez bien. Alors, ici, donc j'en ai parlé de la mélatonine, donc on appelle l'hormone, oui, de la nuit, donc c'est la redite ça, donc par rapport à ce que j'étais un petit peu vite pour le coup, je me rends compte. Donc voilà, qui ralentit, qui contribue à l'endormissement, qui ralentit l'activité corporelle et heu, qui est bloqué par la lumière du jour et qui va commencer à se débloquer quand la nuit va arriver, hein. Donc le taux de mélatonine, il augmente à mesure que la lumière du jour diminue. Alors il y a un petit quiz après qui arrive sur la diapo d'après. Alors je pense qu'il y aura, 100 de bonnes réponses. Est-ce que les, téléphones, tablettes sont des amis du sommeil ou pas? Vrai ou faux? Que c'est bien la télé pour dormir, l'ordinateur, le téléphone? J'ai une petite tendance pour l'instant dans les dans les Oh, réponses au sondage. vous avez quoi? Ah, Ah, vous avez en une petite direct quel tendance, une petite pense? Oui, bah, je pense bien, oui, oui. par quelques personnes qui n'ont pas répondu. Ils cherchent trop loin. Après, on va oui, ça peut aider à s'endormir un peu la télé, mais Je c'est vais pas du partager c'est pas c'est tout le sommeil en fait, pour moi. partager les résultats Bon, ben, sans voilà, grand étonnement. sans grand étonnement, voilà. Donc la diapo d'après où il y a la réponse. Voilà, donc en effet, c'est pas les meilleurs amis du sommeil, hein, ça. Ce qui se passe en fait avec les ordinateurs, surtout les téléphones et tablettes, hein, ce qui se passe, c'est que la lumière qui est, émise par ces tablettes et téléphones, en fait, ça s'appelle la lumière bleue. Donc c'est le spectre de lumière, hein, voilà, c'est la lumière bleue et la lumière bleue, comme par hasard, elle bloque la sécrétion de mélatonine. Voilà, ce qui fait que du coup, en fait, quand vous êtes face à un écran comme ça, vous allez avoir tendance à, limiter, en fait, bloquer la sécrétion de mélatonine qui va permettre l'endormissement, hein. Bon, alors, je vais pas dire que ça marche pas, parce que parfois la somnolence, elle prend le dessus, puis c'est bon, on arrête, ça va. Mais disons que quand, avec l'âge, on a un sommeil qui est un peu plus fragilisé, c'est pas forcément les bonnes choses de faire ça. Et on voit des gens qui présentent des troubles du sommeil, les premières questions sur lesquelles on pose, c'est ça, ben, ça s'appelle l'hygiène du sommeil, en gros. Est-ce que vous utilisez des appareils comme ça pour vous endormir, tout ça? Et le fait déjà de pouvoir arrêter ça ou limiter permet d'améliorer le sommeil dans son ensemble. Ça, c'est vrai que c'est pas forcément les amis du sommeil. Bon, je sais que la télé dans la chambre, il y en a beaucoup qui font ça. Bon, alors maintenant avec les téléphones tablettes, on les a systématiquement, donc c'est encore pire. Mais voilà, ça bloque la mélatonine, hein. C'est pas on dit pas ça pour, dire: «Ouais, oh, c'est mauvais pour la santé», ces choses-là. C'est vraiment, sur le plan physiologique, ça vient bloquer la sécrétion de mélatonine et du coup, bah, en fait, l'endormissement est de moins bonne qualité. Et un autre petit quiz ensuite et bon, pas très compliqué non plus, sur, est-ce que le sommeil est alors on a dit qu'il était influencé par la lumière et l'obscurité, hein, mais est-ce qu'il est uniquement influencé par ça? Ou est-ce qu'il y a d'autres facteurs comme ça qui interviennent d'après vous? En gros, c'est, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent embêter le sommeil? Hein, voilà.
Ah, bon, il y a majorité de réponses correctes, hein, du coup. Donc oui, en effet, c'est pas uniquement influencé par la lumière, l'obscurité et le sommeil. Il y a plein d'autres facteurs qui peuvent avoir une influence sur lui. Sur la diapo d'après, il y en a quelques-uns à passer. Voilà, donc c'est vrai que l'alternance jour-nuit, elle joue, hein, il y a rien à faire. C'est quand même plus simple en tout cas nous, avec ce rythme qu'on a d'alternance jour-nuit, c'est vrai on va avoir tendance à dormir plus la nuit que le jour, hein. C'est comme ça que ça va se poser. Puis la mélatonine, c'est la nuit, c'est quand il fait nuit qu'elle va se sécréter. Mais, il y a d'autres choses en fait qui vont permettre, une qualité de sommeil pas trop mal, c'est ce qu'ils peuvent appeler les donneurs de temps. Donc c'est des choses qui sont assez fixes dans la journée, donc, on sait que l'horaire régulier des repas peut aider à favoriser le sommeil et les heures fixes de lever et de coucher aussi vont favoriser le sommeil. Hein, c'est pas juste, l'alternance jour-nuit et chose aussi de fondamentale, c'est, les activités pendant la journée qui vont favoriser le sommeil, notamment l'activité physique. L'activité physique est un très, très bon élément pour avoir un sommeil de bonne facture. Hein, l'activité alors, pas besoin de faire, 20 kilomètres de marche par jour, hein, c'est pas ça l'idée, mais en tout cas, une activité physique quotidienne, un peu voilà, pas forcément intense, mais quotidienne, va permettre, d'avoir un meilleur sommeil et des phases de sommeil qui sont, mieux respectées. Alors on peut passer à l'autre diapo. Donc, ça, c'est comment ça se passe en fait notre rythme heure par heure dans la journée. On voit que si vous voulez, il va y avoir dans la journée du lever jusqu'au coucher ou même dans la nuit en fait, des, heu, des différences en fait. On va pas être toujours dans le même état constant, la journée. On sait par exemple que, la tension artérielle, elle va être, plus élevée le matin très tôt. D'accord? Alors que, par exemple, la température du corps, elle va être très faible pendant la nuit. Hein, on n'a pas une température du corps qui est constante tout le temps. On n'a pas une tension artérielle qui est constante tout le temps. On n'a pas, un taux de testostérone, voilà, constant tout le temps. Pareil sur la vigilance, on sait que la vigilance, elle est plus alerte le matin qu'en début d'après-midi. Il y a des choses comme ça, donc tout ça, en fait, va, heu, contribuer d'une certaine façon à, améliorer la qualité de sommeil et on sait bien que quand dans une de ces, dans un de ces rythmes-là qui est devant vous, il y a, un dérèglement, alors si c'est un dérèglement, ça va aller, mais par exemple, vous voyez le pic de tension artérielle, il est un peu décalé, vous avez une température corporelle du corps qui doit être plus élevée, mais qui est plus faible à un moment, ça va se répercuter sur le sommeil. Alors, quand on est en bonne santé, ça va se réguler ces choses-là, c'est pas trop un problème, mais par exemple, qu'on voit que la température du corps, en fait, baisse avec le sommeil, l'idée de prendre, une douche super chaude à 10 heures le soir, c'est pas forcément un bon plan. Parce que du coup, on va augmenter la température corporelle qui va, favoriser le sommeil, hein. Donc il y a des choses comme ça qui peuvent se passer et tout ça de façon inconsciente, on s'en rend pas compte, va permettre, si vous voulez, de bien faire fonctionner l'horloge, jour-nuit, en fait, hein, sommeil-veille, pour que ça soit plutôt bien coordonné. Donc voilà, donc je sais pas s'il y a des questions après, il y a pas de souci, hein, j'aurai un petit temps quand même pour répondre. Alors, la diapo d'après. Bon, alors, pour ceux qui font la sieste, voilà, la sieste, donc il y a besoin parfois de faire la sieste. Alors, c'est vrai que le temps de sieste, logiquement, alors la sieste, c'est pas un problème, hein, enfin, voilà, chez les personnes, à partir de 60-70 ans, voilà, faire une sieste comme ça, c'est pas un souci. C'est un souci si, c'est la sieste tous les jours pendant 3 heures. Là, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Enfin, moi, la sieste, c'est juste pour donner un petit coup de boost, hein. Et l'idée, c'est pas de sombrer dans le sommeil profond, c'est pour ça que généralement la sieste, voilà, comme on dit généralement, c'est voilà une demi-heure maximum. Voilà, 10-20 minutes, c'est pas mal. Alors c'est court, hein, mais généralement ça permet d'avoir le boost nécessaire pour repartir. Et si en fait, le temps de sieste, il est beaucoup plus élevé que ça,
il a besoin d'être plus élevé que ça, généralement, ça peut être un signe que le sommeil la nuit est pas forcément très réparateur. On voit ça dans les je regarde, alors j'ai plusieurs points à côté aussi, dans certaines, atteintes là avec les syndromes d'apnée du sommeil ou quand il y a dans les syndromes d'apnée du sommeil, les gens dorment, la nuit assez longtemps et ont besoin de faire des siestes de 2 heures en plus parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que le sommeil profond, il est pas du tout réparateur parce qu'il y a des apnées. Donc voilà, des fois la nécessité d'une sieste très longue l'après-midi peut être le signe qu'il y a quelque chose comme ça au niveau du sommeil global qui est un petit peu déréglé. La sieste, c'est pareil généralement, bon là, chez les personnes plus jeunes, hem, à 20, 30, 40 ans, logiquement, il y a pas besoin de sieste, hein. S'il y a besoin d'une sieste à tous les jours, hein, je veux dire, hein. À un moment, voilà, si, samedi soir ou un vendredi soir, ça a été un petit peu poussé, faire une petite sieste le samedi après-midi, OK. Mais logiquement, il y a, à l'âge adulte, comme ça, il y a pas besoin de sieste la journée. Donc on peut passer, à la diapo suivante. Alors, les aliments qui sont, pas trop bons pour dormir. Alors bien sûr, voilà, il y a certaines substances, hein, qui vont perturber le sommeil. Les gens, ils sont plus ou moins sensibles, hein, notamment la caféine. Chez certaines personnes, ça perturbe pas, chez d'autres, ça perturbe. Voilà, mais sachez que la caféine est perturbatrice, la théine un peu moins, mais aussi. Sur celle d'après, là, c'est un peu plus, légiféré, c'est que par rapport à l'alcool, voilà, on, on sait, voilà, pertinemment que, la consommation excessive d'alcool, elle va perturber le sommeil. Ça, c'est sûr. Ça perturbe toutes les phases du sommeil généralement, donc voilà. Alors, arrive des fois que le soir, voilà, il y a un repas, il y a quelque chose comme ça. L'idée, c'est pas dire: «Faut pas le faire», mais juste savoir que si après une soirée un tout petit peu arrosée, la nuit de sommeil est pas super, c'est pas, un trouble du sommeil qui s'installe, hein, ce sera les répercussions de l'alcool. Parce qu'en fait, l'alcool a un côté un peu neurotoxique, du coup, voilà, sur le coup, le cerveau arrive pas à à se mettre en phase des différents stades du sommeil, si vous voulez. Et il s'active trop dans le sommeil profond, il s'active plus dans le sommeil paradoxal, donc en fait, il y a un décalage, si vous voulez, de phase et ça donne un sommeil qui est pas du tout réparateur. Alors que les gens ont l'impression qu'ils ont super bien dormi généralement, hein. Et du coup, il y a pas du tout de récupération du sommeil. Alors, les aliments de prédilection, alors c'est pareil, les aliments pour bien dormir, alors c'est vrai que si vous prenez un petit encas, l'après-midi, voilà, il y a certains aliments comme banane au chocolat noir qui vont pas, contenir, de composants qui vont être délétères pour le sommeil, hein, par exemple. Alors chocolat noir, faut pas trop en prendre, quand même non plus, mais voilà. Et pour le soir, sur la diapo d'après, pour le soir, voilà, l'idée c'est on sait que le repas du soir, s'il est trop lourd, va aussi généralement avoir, une répercussion sur le sommeil. Donc c'est vrai que le repas du soir, là c'est la saison qui arrive, charcuterie, raclette et compagnie. En plus, généralement, quand il y a ça, il y a toujours un petit peu d'alcool. Donc ouais, généralement les nuits après ça, elles vont pas forcément être, les plus réparatrices possibles. Après l'idée du soir, c'est oui, de prendre plus des légumineuses, des fruits et légumes, des choses qui sont assez légers ou alors du jambon un peu light, enfin plutôt léger, des choses comme ça et pas vraiment, heu, de d'aliments très, très riches. Hein, parce que ce qui va se passer, c'est qu'avec les aliments riches, la nuit, le corps, il va être occupé à digérer et toute l'énergie qu'il va prendre à digérer va pas être mise sur la contribution pour un bon sommeil. Voilà, il a pas une capacité illimitée, le corps, à tout gérer. Donc si, la moitié de votre énergie est là pour digérer et ben, en fait, votre cerveau, lui, ben, il va pas mettre les phases du sommeil, en phase comme il faut. Donc, il y a des autres choses aussi que les gens prennent pour un petit peu dormir comme ça, heu, qui peuvent aider. En effet, on sait qu'il y a certaines plantes, hein, qui favorisent le sommeil. Alors les gens aiment bien certaines choses. Il y a certaines huiles essentielles qui favorisent le sommeil aussi. Heu, Quelques petits traitements, voilà, alors la mélatonine pour, ceux qui ont du mal à s'endormir, qui peut favoriser le sommeil également. Après les tisanes, ces choses-là, en effet, il y a un côté un peu anxiolytique qui arrive ou apaisant avec les textures. Après par contre, bon,
l'effet diurétique, hein, généralement, c'est que oui, il y a besoin de se relever une ou 2 fois pendant la nuit pour, aller évacuer la tisane, on va dire ça comme ça, hein. Donc bon, si le sommeil est difficile après, bon, on va voir. Mais après, les tisanes, elles vont pas avoir, si vous voulez, d'effet délétère sur le sommeil. Le favorise peut-être, oui, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura pas de souci particulier. Il y a pas de composants là-dedans qui peuvent être délétères pour le sommeil. Alors, le sommeil, c'est important aussi pour ça, hein, par rapport aux accidents de la route, hein. Donc, c'est beaucoup, hein, 20-30 des accidents de la route qui sont liés à la somnolence. Donc, la somnolence au volant, c'est vraiment un problème particulier. Donc, dès la somnolence, elle vient d'un la somnolence, si vous voulez, c'est l'endormissement, hein, c'est la locomotive du train du sommeil. Donc là, quand ça arrive en voiture, ça peut arriver à tout le monde, il y a pas besoin d'avoir des troubles de sommeil pour ça, hein. Bon, après, les gens qui sont suivis pour des troubles de sommeil, il faut qu'ils fassent gaffe quand même par rapport à ça. Mais, la somnolence en voiture, ce qui se passe, c'est qu'il y a quand même des signes annonciateurs et quand on les connaît, heu, c'est important de les avoir, enfin, à l'esprit parce qu'on peut trouver une solution après. Les picotements au niveau des yeux, on n'arrive pas à dans la même position, on remonte nos manches parce que nos manches nous gênent, la vision qui se brouille, la nuque un peu raide, voilà, tout ça, c'est des signes annonciateurs de somnolence, heu, surtout au volant. Donc la solution par rapport à ça, alors, je vais faire un petit quiz pour le coup, mais, c'est d'arrêter de conduire là, hein. C'est-à-dire que quand ça arrive, l'idée c'est qu'à la première aire de stationnement, vous vous arrêtez. Il y a pas l'histoire d'ouvrir la fenêtre, de mettre la radio fort, tout ça, on sait que ça a un effet 1 ou 2 minutes, mais ça joue pas. Donc l'idée, c'est de s'arrêter un moment, 15-20 minutes, de voir comment voilà, de marcher un petit peu, de voilà, voir quelque chose, enfin faire avoir une autre activité et après de repartir et de voir comment ça se passe. Alors des fois, les gens disent: «Ah mais il me reste plus que 5-6 kilomètres, donc c'est bon, ça va aller» ou 10. Alors c'est vrai que bon, heu, ça peut aller, mais alors il y a pas d'études ici, mais on sait que les accidents, la plupart des accidents de la route se situent à 5, sur l'écart, c'est entre 0 et 10 kilomètres du lieu d'habitation, hein, jamais très loin. C'est pour ça que, bah, même si vous êtes pas loin et puis que vraiment ça commence à piquer les yeux, le mieux c'est de s'arrêter quand même, hein. Vous pourrez pas lutter contre le sommeil, dans tous les cas, c'est lui qui gagne, hein, donc comme je vous dis. Si vous avez une fringale, vous pouvez continuer, il y a pas de problème. Vous avez un peu soif, vous pouvez aller chez vous. Si c'est le sommeil qui dit: «Maintenant j'arrive», là, vous ne pouvez pas lutter, il gagnera. Le sommeil gagne tout le temps. Donc on peut passer à la diapo d'après. Bon, il en reste plus beaucoup, je crois. Alors, sur voilà, les différents troubles du sommeil, qu'on peut observer, dans la vie. Donc les insomnies, les apnées du sommeil, ça c'est vraiment ce qu'il faut un petit peu, contrôler, hein. Il y a des facteurs de risque de ça. Les insomnies, c'est pas si fréquent, la vraie insomnie de vraiment pas dormir, c'est vraiment pas fréquent. Par contre, il y a certains signes neurologiques, notamment les membres sans repos, les cauchemars, c'est pas vraiment un trouble du sommeil, c'est une conséquence d'un trouble du sommeil. Mais, après il y a certaines, maladies aussi, psychiques, hein, qui peuvent donner des troubles du sommeil. On sait que, voilà, la dépression va donner des troubles du sommeil, ces choses-là. Donc peut être perturbé dans beaucoup de choses, mais par contre l'avantage, c'est que généralement, ça se soigne bien les troubles du sommeil. Quand on trouve la cause, ça peut être, durable. Donc on peut passer à la suite. Alors, les insomnies comme ça elles sont chroniques, il faut consulter, hein. Donc, chronique, c'est-à-dire que quand ça commence à devenir répétitif sur plusieurs semaines, il faut consulter, le médecin. Quand elles sont momentanées, bon, à voir comment ça évolue, mais ce qui peut être sympa pour casser un peu l'insomnie, c'est, de rester dans son lit, hein. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire, parce qu'on n'a pas trop envie des fois non plus de se lever. Parce que du coup, il y a un espèce de cercle vicieux qui va se faire où en fait le lien entre le lit et le sommeil est cassé et du coup, quand vous irez vous coucher après, bah, votre corps va pas forcément réagir que c'est ici qu'on doit dormir. L'idée en cas d'insomnie, vraiment, où vraiment vous vous rendez compte que là, ça va être compliqué de se rendormir, c'est de se lever et puis, d'aller lire un bouquin ou d'écouter de la musique, mais pas forcément au lit, mais
voilà, sur votre canapé ou n'importe où, un lieu un peu confortable et de laisser le lit tranquille, en fait, en effet, les somnifères, ce qu'on appelle les somnifères, les benzodiazépines, ces choses-là, c'est, de prescription médicale, hein, uniquement. Et c'est pas plus d'1 mois, logiquement. Après, il faut que ça soit réévalué. Donc on peut passer à la suite. Alors, ce qui peut attirer votre attention sur un trouble du sommeil, alors les troubles du sommeil, ça peut être les insomnies, hein, le fait d'avoir du mal à s'endormir, mais aussi les hypersomnies. C'est-à-dire que quand on dort trop, c'est aussi un trouble du sommeil, hein. Les gens qui dorment 10 heures par nuit, qui font 3 heures de sieste, il y a quelque chose qui ne va pas, hein, au niveau du sommeil. Donc, en effet, si, vous avez du mal à vous endormir, là, c'est pareil, quand je dis ça, c'est de façon plutôt, répétitive, hein. Si vous avez un souci, vous n'arrivez pas à bien vous dormir pendant 2 jours, c'est normal. Voilà. L'anxiété, par rapport à un stress, à quelque chose comme ça, elle va, altérer comme ça le sommeil. Si le problème est réglé, vous êtes plus anxieux par rapport à ça, le sommeil, logiquement, est censé quand si ça se répète vraiment souvent, voilà, du mal à vous endormir ou alors de se réveiller à 3 heures, 4 heures du matin et de plus pouvoir dormir, heu, en effet, il faut être un petit peu vigilant à ça. Si vous êtes fatigué le matin, c'est-à-dire qu'on somnolent à 10 11 heures du matin, c'est qu'il y a peut-être un petit problème. Les envies de dormir aussi la journée ou, arrivent trop souvent ou alors, vous n'arrivez pas voilà, donc vous voulez être actif, ça vous demande un effort, ça peut être signe d'un trouble du sommeil. Le fait d'avoir des sensations désagréables dans les jambes, de vouloir toujours les bouger, c'est aussi alors syndrome des jambes sans repos, hein, ça arrive ça. Alors pareil, il faut que ça soit constant. Si vous faites une soirée raclette vin blanc, c'est sûr que la nuit, vous allez avoir le problème des jambes, hein, ça arrive. D'accord? Mais si ça arrive même quand c'est pas dans ces cas-là, heu, voilà, quelques jours, quelques semaines comme ça, un peu de façon constante, c'est peut-être un problème des jambes sans repos qui se traite, qui va permettre de mieux dormir. Et aussi, alors les gros ronflements ou les arrêts de la respiration au cours du sommeil, hein, ça, donc syndrome d'apnée les syndromes, d'apnée du sommeil donc qui sont une des causes les plus, fréquentes, en fait, hein, chez les seniors, les syndromes d'apnée du sommeil. Donc, alors qu'il y avait pas d'apnée avant, hein, quand je suis plus jeune, mais ça se manifeste tard parce que le système pharyngé aussi, il change un peu de tonicité, donc ça peut donner de ces choses-là. Alors il y a des facteurs de risque, hein, s'il y a du surpoids, s'il y a des facteurs cardiovasculaires, des choses comme ça, plus à risque de faire des troubles d'apnée du sommeil, mais c'est pas que ça, hein. L'autre coup, j'ai vu une petite dame, qui faisait 50 kilogrammes tout mouillé, qui avait des apnées du sommeil, hein, donc bon, ben, voilà, arrive aussi. Alors, il reste deux trois diapos. Alors pour, avoir une nuit pas trop, mauvaise, en gros, l'idée c'est essayer au mieux de se coucher et se lever à des horaires réguliers, hein. Profiter au maximum de la lumière du jour, comme ça l'effet de l'obscurité sur la mélatonine sera d'autant plus, significatif. Vous avez l'activité, physique, elle est importante, mais il y a aussi les activités, sociales, manuelles, intellectuelles, de loisirs, enfin toutes ces choses-là, et les activités qui sont relativement anxiolytiques, on va dire ça comme ça, qui, procurent du plaisir, vont avoir une répercussion sur la qualité du sommeil. Se relaxer en fin de journée, voilà, ça peut être pas mal, donc partir dans des, activités ultra soutenues juste avant d'aller se coucher, hein. Alors bon, ça peut arriver aussi, mais bon, ça peut en tout cas, perturber l'endormissement. La sieste, pas trop long s'il y a besoin de la sieste et puis voilà, ce que je vous ai dit un petit peu avant, hein, c'est un peu les bonnes pratiques si vous voulez, hein. Parce je répète, ça ne veut pas dire de faire ça tout le temps, mais c'est de le limiter, voilà. Limiter l'alcool et les boissons caféinées, si, 1 ou 2 fois dans la semaine ça arrive, hein, peut pas dire dans un sens, il faut, avoir des activités, sociales, de l'autre côté dire: «Bon, pas d'alcool et pas de thé, pas de machin». Donc, voyez, c'est un équilibre et il y a certaines conditions aussi de l'endroit où vous dormez qui peuvent être assez importantes pour un bon sommeil. Donc, trop chaud dans la chambre, hein, la chaleur comme je vous dis, la température du corps elle va baisser avec le sommeil. Donc s'il fait trop chaud, le sommeil peut être un petit peu perturbé.
Si possible, voilà, à plus de silence, d'obscurité. Alors, l'obscurité totale, il y a des gens, ça les dérange. Moi, par exemple, je dors pas bien du tout s'il fait nuit totale. Ça me stresse, si vous voulez. J'aime bien qu'il y ait un petit peu de lumière quelque part pour les enfants, si vous voulez, c'est un peu ça. Donc voilà, après chacun trouve un petit peu son équilibre. Sur la dernière diapo, il y a, alors ça va pas être évident de le faire en en visio ça, parce que je sais pas si on peut mettre un coup dessus, mais il y a voilà, il y a cette erreur là-dedans, dans la chambre là, on voit alors, en gros, ce qu'on peut dire, c'est que déjà c'est bien de zoomer comme ça. Voilà, et on peut parler du chat là en bas à gauche. Alors c'est vrai que parfois ça, les animaux de compagnie, pour le sommeil, ça va pas être forcément, la bonne chose. Le chat, ouais, il peut y avoir ouais, le radio réveil qui fait de la lumière rouge. C'est pareil, les radios réveil avec le alors, il y a des études qui ont montré qu'on dormait mieux si on n'avait pas accès à l'heure qu'il était pendant la nuit. Donc de ne pas savoir l'heure qu'il est, plutôt pas mal. Les grands réveils là avec des lumières rouges partout, même qu'affiche j'en ai vu qu'afficher l'heure au plafond. Alors ça, si vous avez ça, vous jetez à la poubelle, là. Ça non, non, ça va pas du tout. Là, le fait que le lit, il est un peu bancal, ça peut aussi jouer sur le sommeil. Il y a la fenêtre qui est ouverte, pour certains, ça va les embêter. Le lit qui est trop court là, pour le monsieur, bah, forcément, si on n'est pas bien installé, ça peut, amener des problèmes de sommeil. Vous voyez, les matelas, les choses comme ça joue aussi, hein, la qualité du sommeil. Donc, voilà en gros, ce que je pouvais vous raconter sur le sommeil, en général. Après, je ne sais pas s'il y a des questions qui peuvent être posées un petit coup. Là, j'ai, oui, 10 minutes, on va dire, avant, s'il y a des questions particulières. Oui, on a déjà eu quelques questions. Donc, je vous rappelle, il est possible de poser vos questions soit via l'onglet questions et réponses que vous avez sur la barre d'outils, ou alors aussi par l'onglet chat sur la discussion. Et donc, nous avons notamment déjà quelques questions. Alors, une première, le sommeil contrarié, pardon, est souvent dépendant de la fonction urinaire. Notamment s'il y a un nombre important de missions par nuit, un nombre trop important, est-ce qu'il est pertinent de consulter un neurologue? Ouais, oui, s'il y a trop de si le sommeil est perturbé par par ça et qu'il y a trop de réveils et que ça il y a une somnolence la journée, une fatigue qui s'installe, ouais, il faut consulter, pour ces problèmes nutritionnels. Le mieux, oui, oui, c'est clair. Après, c'est pareil, il faut que ça soit constant, hein. Si c'est juste, une nuit de suite, ça va quoi, mais oui. Après, moi, sur le sommeil, je suis un petit peu obsessionnel là-dessus, c'est-à-dire que dès qu'il y a quelque chose qui va contrarier le sommeil, c'est pas mal d'aller consulter pour voir si on peut au moins améliorer une petite chose. Oui. Ensuite, on a également alors une première remarque sur tout ce qui concerne aussi tisane, ce genre de choses. À noter qu'il y a des fois certains surdosages qui peuvent avoir des effets inverses sur le sommeil. Donc, faire attention à ce genre de choses. Et du coup, également, une autre question un peu sur la même thématique. On voit beaucoup de publicité sur la consommation de produits contenant de la mélatonine. Donc, je pense notamment peut-être surtout tout ce qui est peut-être complément alimentaire. Qu'en pensez-vous? Après, ce qui se passe dans les produits, heu, qu'on peut acheter sans ordonnance, ou de consommation avec la mélatonine, c'est que, alors, une bonne chose en même temps, c'est qu'elle est tellement sous-dosée, hein, que, il va pas y avoir beaucoup, beaucoup d'effets. Et heureusement qu'elle est sous-dosée parce que sinon ce serait un peu compliqué aussi, hein. Donc, i après vraiment, quand il y a vraiment une petite fragilité du sommeil, ces choses-là, peut-être qu'il peut y avoir un effet là-dessus. Après, si vraiment il y a des problèmes d'endormissement, l'idée c'est d'aller voir son médecin traitant qui prescrive vraiment de la mélatonine en comprimé, va être dosé différemment. Il y a un peu de business là-dedans. Vous savez, Oui. mélatonine, on l'entend partout. Il y a des chewing-gums à la mélatonine maintenant, il y a ce qu'on veut, hein, donc voilà. Mais il c'est trop sous-dosé pour que ça ait un effet thérapeutique, on va dire ça comme ça. Voilà. Oui, Vraiment, il y a
notamment tout ce qui est complément alimentaire, alors que ça soit avec de la mélatonine ou toute autre substance, c'est des dosages alimentaires. C'est les dosages qu'on peut retrouver à peu près dans notre alimentation de tous les jours. Donc, on va jamais avoir des apports énormes Ah bah sur oui, certaines oui, choses oui. naturellement par l'alimentation. Et ils sont sur ces dosages-là, il me semble de mémoire, parce que j'ai travaillé en laboratoire pharmaceutique et notamment on vendait des Ah bah compléments vous êtes alors. alimentaires avec Ah de bah la vous êtes d'accord avec mélatonine. moi? J'ai pas dit de bêtises alors, ça va? Non, non, du tout. En fait, d'un point de vue légal, de manière, ils n'ont pas le droit de mettre plus que 2 milligrammes. Milligrammes. J'ai un doute si c'est micro, je crois même c'est microgrammes. Donc en fait, ils sont tous à 1,9 et c'est très, 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 très bas. Oui, oui, c'est très, très bas. Voilà. C'est Nous, pour ça, en tout voilà, il cas, y a les études qu'on avait, c'était surtout un effet placebo. oui, bah, ce qui est déjà ça, mais c'est vrai qu'après si, si vraiment il y a des soucis, de sommeil, c'est vrai que c'est pas les compléments comme ça qui vont changer quelque chose. Après, c'est bien ça s'il y a pas de soucis en fait, pour dire, hein, voilà. Comme beaucoup de choses qui sont aussi sur les bah, ou y compris si c'est pas le cas, mais qui sont dans les, même au niveau des pharmacies, sur les présentoirs, hein, des choses qui peuvent être vendues, voilà, qui sont parfaitement aussi sous-dosées. C'est sans ordonnance, donc du coup, voilà, il y a pas de bah, vraiment s'il y a un problème, oui, c'est faut passer par le médecin traitant, hein, quitte à faire un examen du sommeil même, hein. Mmh. Alors pour l'instant, on n'a pas d'autres questions qui sont arrivées, mais j'en aurais notamment une, moi, pour ma part. Donc on a parlé aussi un petit peu sur certains points que l'activité physique pouvait aider au sommeil. Et donc j'avais notamment une question sur par rapport aux horaires. Est-ce que voilà, de l'activité physique, par exemple, mettons, on travaille toute la journée, on va courir de 20h à 21h. Est-ce que ça n'a pas plutôt un impact négatif ou... Je sais qu'une activité trop intense juste avant d'aller se coucher, vraiment juste avant d'aller se coucher, c'est pas le donc si l'idée c'est de faire un petit peu d'activité physique entre 20h et 21h, bah, faut pas se coucher à 21h30 quoi. En fait, c'est ça un peu l'idée, c'est après quoi, hein. Ça avait été montré alors c'est que il y avait un effet alors c'était compliqué à mesurer, mais par exemple, il y a un effet des relations sexuelles juste avant l'endormissement. Ça peut des fois repousser l'endormissement parce que, bah, du coup, il y a voilà, ça peut être, voilà, sur le plan physique un peu intense, donc du coup, il peut y avoir un petit problème par rapport à ça, hein. Mais en effet, l'activité physique, alors pour les gens qui sont en retraite, c'est mieux de la faire la journée. Les gens qui sont assez actifs, c'est pas le faire trop tard le soir. D'accord. Après, il y a certains actifs qui font ça le matin avant d'aller bosser carrément. Bon, ils Ok. sont motivés eux, mais voilà, mais voilà. Mais c'est vrai il y a tendance à dire le soir, il faudrait baisser un peu Ok. le régime d'activité, ouais. Et donc, c'était à peu près tout ce qu'on avait au niveau des questions. Donc sur ce, je vous propose qu'on donne le mot de la fin. Donc, merci à tous pour votre participation. Merci d'avoir été présent avec nous, alors soit pour avoir suivi ce webinaire avec nous, soit pour l'avoir animé. Merci à tous pour votre attention. Vous allez recevoir, alors il me semble d'ici demain, un petit mail récapitulatif avec notamment un lien vers notre enquête de satisfaction. Donc, ces petits questionnaires, donc tout à fait anonymes, c'est pour voilà, avoir un petit recueil de vos impressions à tous sur ce webinaire, les bons points, mais aussi les points à améliorer. Donc, nous, on s'en sert toujours pour, euh, pour améliorer notre pratique par la suite. Donc, voilà, si vous pouvez prendre quelques minutes pour y répondre, ça nous fera très plaisir. Et d'ici quelques jours, vous allez également recevoir le lien vers le replay de ce webinaire
Donc, vous pourrez avoir accès à la vidéo ou au webinaire tel qu'il s'est déroulé aujourd'hui. Et donc, vous aurez l'occasion de le revoir tout ou en partie. Voilà. Et ben, merci beaucoup à nos intervenants. Merci pour votre présence aujourd'hui. Euh, et si c'est tout bon pour vous, je vais souhaiter une bonne journée à tout le monde. Merci. À Voilà. bientôt. Bon, mais écoutez, bon après-midi à vous, hein. À bientôt. Merci. Au revoir. Voilà. Merci. Au Au revoir. revoir. Bonne fin de journée.